La place absolument cruciale des noms-titres dans l'organisation de la maison, ce n'est pas un phénomène isolé. Il y a d'autres noms qui jouent un rôle tout à fait considérable, aussi bien dans l'organisation sociale que dans d'autres dimensions de la société. Les noms kanaks avaient la réputation d'être secrets. Alors ça, c'était quelque chose que j'avais lu un peu partout avant de partir sur le terrain. Ça semblait être quelque chose de bien établi. Mais ce qui se passait, c'est qu'avant de partir sur le terrain, j'avais absolument aucune idée de leur importance capitale. Hein, il se passait une chose, c'est que je n'avais pas lu un article sur le Vanuatu, donc pas sur la Nouvelle-Calédonie, de Lamont Lindstrom sur la place de la nomination à Tanna, qui est une sorte de réponse au big man et aristocrate polynésien de Salis, dont je parlais tout à l'heure, l'article de 63. Donc c'est un peu la réponse du berger à la bergère du côté de Tanna, de la part de Lamont Lindstrom. Alors cet article, si je l'avais lu, j'aurais été tout à fait préparé à voir ce que j'ai mis un certain temps à voir, c'est-à-dire à envisager l'importance extrême des noms personnels, je veux dire, en Nouvelle-Calédonie. Et c'est un article que j'ai découvert seulement au retour de mon premier terrain. Quand j'ai commencé à parler des noms avec mes collègues, il y en a un qui m'a dit, je suis complètement oublié, qui c'était « Oh, à Tanna, il y a un truc comme ça ». Et j'ai véritablement, là ça a fait tilt, je me suis dit, mais non, je suis pas parti sur une fausse piste, on est vraiment dans un monde où la nomination a une grande épaisseur et une grande valorisation et beaucoup de signification. Alors à Arama, les noms, à l'époque de mon terrain, les noms n'étaient pas secrets. Hein. Alors, ils étaient, on va dire, peut-être confidentiels. Alors ce qui se passait, c'est qu'y compris les gens qui m'avaient dit alors viens, on va parler des noms, etc. Donc je venais chez eux avec mon crayon, mon carnet et mon enregistreur, y compris ces gens-là, hein, qui voulaient eux-mêmes, qui se proposaient de parler leur nom, il était clair que quand ils énonçaient leur nom, il y avait des réticences, il y avait des émotions, c'était quelque chose de très fort. Hein. Il y avait une certaine mise à nu de la personne, si j'ose utiliser cette expression, dans l'énonciation même de ce nom kanak. Hein. Il ne s'agit pas des noms chrétiens, bien entendu, encore que souvent les noms chrétiens sont attachés aux noms kanak, ce qui fait qu'avec la transmission des noms kanak, mais ça je ne peux pas en parler ici, eh bien, vous avez de très vieux noms français qui sont constamment réinjectés avec une logique d'alternance des générations, mais cette fois-ci avec une logique d'alternance de 2 générations, hein, et pas de 3 générations. Encore que c'est aussi le cas, oui, pour le Teama et le Moeaus. Des noms sont attachés à leur nom-titre. Des noms chrétiens sont attachés à leur nom-titre kanak. Alors, quand même, il y avait une chose qui se passait, c'est que tous mes interlocuteurs savants me disaient que les noms avaient une très très grande importance. Bon, ils n'étaient pas capables de me l'expliquer comme un anthropologue l'explique à un autre anthropologue, mais ils mettaient l'accent là-dessus. Alors, grosso modo, il y avait les noms-titres dont j'ai parlé, en particulier ceux du Teama et du Moeao, et ceux des dignitaires, mais aussi il y avait les noms personnels transmis dans les groupes de parenté Yamé-vous. En gros, ce qui se passait, c'est qu'à une génération, et en alternance pour 2 générations, vous aviez le nom de l'aîné et vous aviez un stock de noms pour les garçons et qui pouvait aller de 2, 3, 4, parfois plus noms sur la première génération. Et puis vous aviez à nouveau un nom d'aîné à la 2e génération avec 2, 3, 4 noms. Et puis ça s'est réinjecté, donc les gens portaient comme, bon, j'allais dire partout dans le monde, hein, comme dans beaucoup d'endroits du monde, le nom de leur grand-père. Enfin, de ce grand-père-là, du Yamé-vous.
Alors, là, je ne peux pas rentrer dans les détails. Une fois de plus, ces publications sont assez complexes. Mais ce qui se passait pour les Yamévou était que la plupart des collègues qui travaillent sur la Nouvelle-Calédonie, à partir des schémas africanistes, qui pourtant avaient été critiqués par Barnes depuis très longtemps en Nouvelle-Guinée, mais son article valait aussi pour l'Océanie, à partir de ces schémas africanistes, pour décrire les groupes de parenté kanak, qui s'appellent Arama et Yamévou, mais qui portent des noms très différents selon les régions de Nouvelle-Calédonie, eh bien, mes collègues ont utilisé le terme de lignage. Alors, quand on utilise le terme de lignage, ça signifie une chose, c'est qu'il y a une place prépondérante de la filiation dans la Constitution. Certains disent même le recrutement, en anglais, c'est ce terme absolument bizarre, à la limite du scandaleux. Le recrutement du groupe se ferait par filiation. Bon, il y a deux choses en Nouvelle-Calédonie qui, en tout cas dans la région que je connais, qui pour moi remettent clairement en question la place de la filiation dans les Yamévou. C'est d'une part la nomination, le poids de la nomination, et d'autre part le poids et la multiplicité des adoptions. Et là, il me semble que je ne peux pas dire évidemment qu'il n'y a aucune place de la filiation dans un Yamévou, ça serait faux, ça serait une contre-vérité, mais on ne peut pas non plus parler de lignage parce qu'on a des composites qui mettent en jeu des principes de nomination, des principes d'adoption et bien sûr des principes de filiation, mais je ne devrais pas dire bien sûr, c'est aussi des principes de filiation. Voilà. Alors, j'en reviens donc à mon arrivée à l'Université de Strasbourg, dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, avec l'accueil de Colette Méchin et de Marie-Claude Casper. Nous avions essayé, à la suite de ce séminaire qui marchait pas mal, on avait des gens qui venaient nous parler de la nomination dans un tas de contextes différents, y compris des contextes juridiques européens, c'était très intéressant. Eh bien, c'était les débuts des ANR, alors nous avons fait un premier projet ANR qui avait été refusé avec des motifs véritablement, on va dire, surprenants. Et il y a eu, je crois, un deuxième projet d'ANR, refusé lui aussi, et plutôt que de passer à nouveau des mois et des mois à remplir des dossiers qui, au final, sont expertisés d'une façon, on va dire, aléatoire, et qui, même s'ils sont acceptés, peuvent être dotés souvent de financements qui n'ont absolument aucun rapport avec le temps qu'on a passé dessus et avec les recherches qu'on a envie de faire. On s'est décidé à organiser une conférence à Strasbourg avec un budget minimal, un budget qui combinait un peu le labo de recherche et un peu le département d'ethnologie de Strasbourg. Ça a bien marché. Il y avait pas mal de gens intéressants, etc. Les discussions nous ont amenés, alors pas Colette Méchin, pas Marie-Claude Casper, mais Sophie Schaaf-d'Artoën, spécialiste de Wallis, et Cécile Le Guy, qui est une ethnolinguiste spécialiste de l'Afrique, spécialiste des bois en Afrique. Ça nous a amené à nous poser beaucoup de questions qui ressemblaient un peu à mes questions, c'est-à-dire place de la nomination de l'organisation sociale. Et on a fait ensuite une autre conférence à la Sorbonne avec Cécile Le Guy, dans le fief, si j'ose dire, de Cécile, et une dernière à Bordeaux, chez Sophie Schaaf-d'Artoën. On a pas mal travaillé le texte, ça a donné un collectif, et c'est un ouvrage qui, au final, n'a pas bénéficié d'un centime de l'ANR et qui a été publié chez Armand Collin et qui a eu une réception favorable avec, je crois, 3 ou 4 comptes rendus, ce qui était pas mal. Et on était tout à fait content de ce travail et je crois qu'on a trouvé beaucoup de choses. Et en particulier, avec Cécile Le Guy et avec tous nos collègues, on a fait sauter un verrou important dont on a compris, d'ailleurs, lors de ce travail qui ne venait pas du tout de la linguistique et qui venait d'un philosophe anglais, je ne voudrais pas dire de bêtises,
pour le nommer, je ne voudrais pas le nommer, il y avait cette idée que les noms propres n'avaient pas de signification, hein, qui était une grande idée, et qui évidemment ne fonctionnait pas en Nouvelle-Calédonie, mais qui ne fonctionnait pas non plus à Wallis, qui ne fonctionnait pas non plus dans beaucoup de parties de l'Afrique, etc. etc. Et je crois qu'un des apports de ce travail, ça a été non seulement de montrer la place de la nomination de l'organisation sociale, mais aussi de contribuer, on n'était pas les seuls à le dire, on n'était pas les premiers à le dire, de contribuer à dire attention, hein, les noms propres ont une signification. Mais c'est des choses qui crèvent complètement les yeux. Il faut être philosophe pour dire des âneries pareilles. Hein. Non, mais il est clair que quand vous vous appelez, je ne sais pas, moi, de Pétaouchnok et que votre fief, c'est Pétaouchnok et que vous êtes le noble du coin, votre nom, il a une signification. Hein. Bon, je ne vais pas continuer sur ce mode-là. C'est clair que dans la noblesse européenne, la quasi-totalité des titres de noblesse, ils avaient des significations. Mais bien entendu, les noms ont de la signification, et je pense que les psychologues savent aussi que les noms de famille peuvent avoir des significations qui peuvent avoir des influences assez déterminantes sur certaines existantes. Certainement pas toutes les existantes d'ailleurs. Hein. Donc maintenant, je voudrais parler un autre aspect du village qui va nous faire revenir un petit peu au marché, qui va nous faire revenir aux cérémonies. C'est la vie du village comme un feuilleté de différentes formes de sociabilité. Alors, je suis parti d'une impression qui n'a été véritablement claire pour moi que quand je suis rentré à Paris après 2 ans et demi de terrain. Et que j'ai perçu au tout début de mon terrain parce que je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est monotone la vie dans un village kanak, après la vie dans un village balinais ou dans un village indien ou dans un village de Java, quoi. Des endroits où j'étais allé, où j'avais vécu quelques semaines ou quelques mois. Il y avait cette monotonie hein, qui m'avait frappé au début, mais sans plus. Et puis en revenant, alors pris dans le tourbillon de la vie parisienne, entre le travail, les copains, la recherche de telle ou telle position universitaire ou de tel ou tel financement, véritablement, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'étais bien à Rama, c'était très très calme. Et puis je me suis posé une question qui était qu'il y avait quand même quelque chose de très très frappant, c'est que la plupart des semaines où je vivais à Rama, il se passait une chose, c'est que en gros, du lundi au dimanche, et parfois seulement au samedi, parce qu'il y avait des grands marchés qui commençaient le samedi, hein, mais du lundi au dimanche, il y avait une vie extrêmement calme, effectivement. Tout le monde vaquait à ses occupations. On allait à la pêche avec Marino, j'allais au jardin avec plein de gens. On se revoyait à l'heure des repas, on regardait la télévision, bien sûr, parce que la télévision commençait à marcher dans le village. Et il fallait attendre le dimanche, et le dimanche, il se passait deux trucs importants. Il se passait la messe, alors c'était surtout important quand il y avait un prêtre pour dire la messe, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde quand c'était quelqu'un de local qui faisait une réunion de prière, il y avait beaucoup moins de monde. Mais quand il y avait une vraie messe avec un vrai prêtre pour dire la messe, bon, là, il y a beaucoup de monde qui venait. Pas tout le village, hein, loin de là. Mais quand même, à cette époque-là, c'est plus le cas aujourd'hui. Et puis, il y avait bien sûr le marché juste après. Et puis alors parfois, il y avait ces grands marchés, je me souviens d'un grand marché tout à fait extraordinaire, dans lesquels il y avait eu des beuveries absolument considérables, des choses qu'on essayait d'éviter, que les femmes qui organisaient les marchés essayaient d'éviter ça, mais enfin ça n'a pas toujours été possible d'éviter. Il s'agissait d'acheter des instruments de musique pour le groupe de Kaneka d'Arama, et alors il y avait un groupe de Kaneka, enfin un groupe de musique, en grande partie caldoche d'ailleurs, qui était venu de Chagrin pour jouer, et Chagrin c'est un village entre Koumak et Arama. C'était des copains, des musiciens
d'Arama, et puis il y avait aussi les musiciens d'Arama, etc. Et ça avait été du canéca, on avait dansé une grande partie de la nuit, etc. Pas moi, hein, moi j'étais allé me coucher autour de minuit, mais j'avais entendu toute la nuit de la musique, parce que j'habitais pas très loin. Bon, alors on avait cette alternance entre un mode de sociabilité extrêmement simple, non, un mode de... simple, c'est pas le mot, extrêmement calme, on va dire, hein, voire monotone, hein. Et certains s'en plaignaient d'ailleurs, certains jeunes Kanaks en particulier s'en plaignaient, avec une envie, c'était de partir à Nouméa pour ça. Puis ensuite, plusieurs années après, on discutait avec eux, ils étaient revenus à Arama en disant c'est quand même là qu'on est mieux, etc. Bon, enfin voilà, ça se passait comme ça. Et puis on avait la messe, et puis on avait le marché, et ensuite on repartait dans un site. Puis alors de temps en temps, il y avait des cérémonies, très très rarement des mariages. Alors quand il y avait un mariage, on en parlait des mois et des mois, parfois des années avant. Hein. Et alors là, il y avait une expectative extrêmement forte. Il y avait bien entendu les funérailles qui vous tombaient dessus, comme un coup de massue, comme toujours les funérailles, bien sûr. Il y avait des réunions politiques, il y avait des fêtes associées à l'Église catholique, par exemple des fêtes de jeunes qui se passaient à Arama ou pour lesquelles on se déplaçait, etc., etc. Et donc, je me suis rendu compte, peu à peu, que ce qui faisait la saveur de la vie courante à Arama, de la vie quotidienne, je dirais, c'était qu'il n'y avait, au fond, que très peu de cet ennui. Cet ennui, il ne durait jamais très très longtemps. Quand il durait un petit peu longtemps, c'était quoi, une semaine ? Mais constamment, on était confronté avec de nouvelles choses qui se passent, qui pouvaient être d'ordre cérémoniel, qui pouvaient être dans la politique et l'administration française. Alors, la préparation des élections, par exemple, toujours, il se passait plein de choses. Il y avait des gens qui venaient de Poum pour discuter des nouvelles alliances politiques, etc., etc. Enfin, c'était absolument passionnant. Et je me suis dit, mais j'ai quand même clairement un gros contraste là entre le marché et les cérémonies. J'ai bien vu qu'il y avait des circulations différentes, qu'il y avait les sociabilités bien sûr différentes, et qu'il y avait les usages de la parole différents. Est-ce que ça marche pour les autres formes de sociabilité ? Et bon, je trouve que ça marche. C'est pas à moi de dire si c'est véritablement une théorie, cette théorie de feuilleté d'Arama, mais c'est quelque chose qui marche assez bien. Ça permet d'intégrer une perspective dont j'ai plusieurs fois parlé dans cet entretien. C'est cette perspective qui est à la fois affirmée et vécue par les Kanaks de cette forte distinction entre civilisation kanak et coutumes administratives kanak. C'est pas du tout la même chose d'aller dans une réunion politique ou d'aller voter ou d'aller à la mairie de Poum ou de se retrouver pour discuter des futures décisions à prendre au conseil municipal et de faire une cérémonie kanak. C'est pas du tout la même chose, mais en même temps, on y retrouve ces éléments communs. On n'utilise pas la même langue, on n'utilise pas les mêmes circulations. Hein, par exemple, dans tout l'aspect administratif, ce qui circule énormément, c'est des formulaires. C'est des formulaires qu'on va être obligé de remplir. Enfin, on connaît bien ça en France, encore qui sont soi-disant dématérialisés aujourd'hui. Hein. On a des formulaires qui vont circuler dans tous les sens avant une grande décision administrative, etc. Ça, c'est une circulation. Mais ce qui circule dans les cérémonies kanak, eh ben, c'est quelque chose de complètement différent. Hein. C'est de l'oralité et en même temps des objets. Et ces objets, ce que dit le mythe, c'est que quand tu les touches, ces objets, ça signifie la vérité de ce que tu fais. Hein. Et ça permettait de donner encore plus de, comment dirais-je, de substance à cette distinction qui, je crois, n'est pas encore assez reconnue aujourd'hui. Alors, j'avais publié un premier texte, je crois que c'était en 98, mais je ne suis pas sûr.
C'était dans un ouvrage en hommage à Daniel Decopé, dirigé par Andrew Strathern et Pamela Stewart. C'était en anglais. Et alors, à l'époque, je ne réfléchissais pas tellement en termes de sociabilité comme je réfléchis aujourd'hui en termes de sociabilité. Je réfléchissais en priorité en termes de circulation et j'avais argumenté mon papier en termes de circulation. Mais en fait, aujourd'hui, en français, je dis la même chose. Simplement que je mets en avant plutôt la sociabilité. Je crois que ça correspond beaucoup plus à l'aspect pragmatique de ce que vivent les gens et que les circulations, bien entendu, ils sont parfaitement conscients de ce qu'ils font circuler ou pas circuler dans telle ou telle circonstance, mais c'est peut-être pas la première chose qui vient à l'esprit de tout le monde et je pense que ça me rapproche un petit peu plus de la manière dont les choses sont vécues sur place. Donc actuellement, là, on est en 2022, fin 2022, je continue mes recherches sur les cérémonies, mais dans une perspective assez différente de celle de mon livre « La parole de notre maison », c'est-à-dire en écrivant un livre, en tentant d'écrire un livre qui m'est assez difficile à écrire, je dois dire, qui présente certains des principes les plus fondamentaux du système cérémoniel kanak. Je vais parler seulement de deux aspects de ce livre parce que c'est assez complexe et c'est une recherche en cours. Alors, je vais revenir sur l'aspect socio-cosmique et je vais parler de l'aspect élaboration des relations. Alors, l'article que tu m'as proposé de faire pour Social Compass fait partie de ces recherches. En fait, il était bienvenu. J'étais à un moment où je n'étais plus trop capable de savoir où je continuais mon livre, tu vois, et je me suis dit, bah là, ça va m'obliger à écrire un truc qu'il faut que j'écrive de toute façon. Et donc, j'ai écrit cet article. Et cet article correspond en fait à un travail d'ethnoécologie que j'ai eu la chance de pouvoir mener avec une délégation CNRS au laboratoire Credo à Marseille. C'est un laboratoire où il y a toute une pléiade de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur l'Océanie, un laboratoire qui a été fondé par Maurice Godelier. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un article, un immense article classique d'Audricourt qui présente la Nouvelle-Calédonie comme la civilisation de l'Igname. Alors ça grattait un peu, quoi. Alors non, il est très bon l'article d'Audricourt. Il y a plein de choses à dire. Peut-être qu'un jour, si j'ai le temps, j'écrirai un article pour dire, voilà, Audricourt, il a vu les choses de cette façon, hein, les clones et les clans. Hein, c'est fantastique, en plus, ça sonne bien, les clones et les clans. En plus, ce que fait Audricourt, là, il fait un truc qui est très de son époque, c'est il associe le marxisme, parce qu'Audricourt, bon, voilà, il était tout le temps à Moscou, Audricourt. Hein, et ça j'ai appris par une amie qui habitait à Moscou, dont le père était correspondant de l'UMA à Moscou. Et en même temps, c'était un article qui était assez parfaitement structuraliste. Donc, il mélangeait, et ça c'était le rêve des gauchistes à une certaine époque, c'était associer le structuralisme et le marxisme, c'était une des grandes chimères d'une certaine époque. Et donc, Audricourt, c'est un de ceux qui l'a fait le mieux. Hein. Mais les clones et les clans, mais pourquoi les clans fonctionnent comme des clones ? Il n'a rien dit de la nomination. Hein, c'est la nomination qui fait que les clans sont des clones, ce qu'il appelle les clans. Moi, je ne peux pas les appeler des clans, les Yamez-vous. Hein, c'est la nomination qui fait que ça revient toutes les 2 générations ou toutes les 3 générations. C'est ça le clonage. Hein, et ça, lui, bah, il n'a pas bossé sur les noms, pourtant il était linguiste. Hein, et moi, j'ai eu la chance de tomber chez des gens qui me disaient, tu sais, les noms, c'est important. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y avait une autre chose, une chose massive. Hein, c'est que dans toutes les cérémonies, on amène des ignames, mais on amène toujours du taro. Et si on n'amène pas des ignames et du taro, on amène les substituts. Mais qu'est-ce qu'on dit en Nyan Layou ? Uvi ma kowe. Hein, Uvi, igname, ma, avec, kowe, taro. Taro d'eau, hein, c'est des tarots d'eau. Hein, taro de culture irriguée. Tout le temps. C'est une sorte de refrain des discours cérémoniels. Les discours cérémoniels sont construits un peu comme des chansons, il y a des refrains. Parmi les refrains, il y a Uvi Makowe. Hein. Et puis, si on regarde les données anciennes de la Nouvelle-Calédonie, si on lit un vieil auteur, Glomont, magnifique, hein, des travaux magnifiques sur la Nouvelle-Calédonie, un type qui n'est pas souvent cité, mais qui se trouve sur Internet maintenant.
À une époque, j'arrivais pas à trouver Glomont. Maintenant, je le trouve facilement sur Internet. Si tu lis les recherches de Christophe Sand, bien entendu la thèse d'Umberto Kugola, qui est un jeune kanak, enfin moins jeune maintenant, mais qui a travaillé sur les taraudières en Nouvelle-Calédonie, qui a fait une recherche-action très très intéressante sur les taraudières en Nouvelle-Calédonie. Ça crève les yeux. C'est une civilisation de l'igname et du taro. Alors seulement sur le taro, dans cette partie du monde kanak, moi je sais vraiment pas grand-chose. Parce qu'à Arama, c'est très sec. À Arama, on cultive très peu de taro. Le taro, on le met autour des douches, parce que comme l'eau circule, il est irrigué le taro. Alors donc il n'a pas le goût de savon, mais il pousse autour des douches en général. Hein. Et puis autrement, il vient de Pueblo. Parce qu'à Pueblo, il y a un écosystème extrêmement humide, et puis ça tombe bien, les Téhéren ont des relations matrimoniales avec Pueblo, en particulier la femme d'André Téhéren, qui est une femme de Pueblo.